Vous allez maintenant écouter Odile Namia Cohen, qui a été chef d'établissement en France, à Paris, à Yavne, vous savez certainement, également ici, et qui actuellement est responsable de projet éducatif de la Fédération franco-israélienne. Bien. D'abord, j'ai beaucoup ri, mais j'étais aussi très triste d'entendre le discours de Dan, parce que effectivement, tout ce qu'il a décrit, c'est exactement ce qui se passe dans les écoles. Exactement. Dans les moindres détails. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Probablement. La question est de savoir. Dan a beaucoup parlé du directeur et des directeurs et des professeurs. Je pense qu'à la base, le principal acteur de l'éducation, c'est quand même le ministère de l'Éducation, et que tout commence par le ministère de l'Éducation. En fait, tout commence par le caractère de l'État d'Israël, qui est en même temps un État juif et démocratique, comme vous le savez. Alors, le sujet de ce soir, c'est les cassures à l'intérieur du peuple commencent-elles à l'école. Et le sujet plus général, c'est comment préserver le caractère juif du pays à travers l'éducation. Alors, on a beaucoup parlé des manuels scolaires, c'est d'ailleurs très intéressant puisque je suis moi-même historienne. De la manière dont on parle à l'école, moi je vais me focaliser davantage sur l'historique des cassures à l'école. Les cassures à l'école, en dehors des cassures sociales dont Dan a parlé entre riches et pauvres, etc., qui sont énormes, j'en dirai un mot après. Les cassures les plus classiques et celles qu'on connaît, c'est celles qui se font sur le plan religieux, tout simplement. Comme vous le savez, en Israël, il y a 3 courants. Le courant Memlarti, général, le courant Memlarti dati, religieux, le courant Haredi. À l'intérieur de chacun de ces courants, d'ailleurs, il y a encore des sous-courants qui se créent depuis les années 70 ou 80, plus exactement. Mon ami Freddy Herrera a beaucoup combattu contre cela dans les années 80. À l'intérieur de ces mêmes courants, se sont créés des sous-courants. Par exemple, dans le courant Memlarti, vous avez maintenant des écoles de Tali, qui sont des écoles conservatives, réformistes. Vous avez des écoles démocratiques, des écoles, enfin toutes sortes de courants. Au sein du Memlarti dati, avec le ministre Zvulon Amer, ont été créées des écoles toraniques et encore plus toraniques, et puis Noam Torani, et Noam plus Torani, etc., etc. Et au sein du Haredi, n'en parlons pas. On sait ce qui s'est passé à Emmanuel il n'y a pas très longtemps. Alors d'où vient cette cassure, d'une part? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et qu'est-ce qu'a fait l'État? Qu'est-ce qu'a fait le ministère de l'Éducation depuis la création de l'État? Alors, l'État d'Israël est un État juif et démocratique. D'abord, c'est d'abord le premier problème. Comment on se situe entre juif et démocratique? Est-ce qu'on est un État juif? Est-ce qu'on est un État l'Echol Ezrachia? C'est ce qu'on demande ces derniers temps. Il faut qu'on soit l'État de tous et pas seulement l'État juif. Est-ce qu'un État juif, c'est un État dont l'aspect est un aspect technique, ethnique, ou un aspect culturel, ou encore un aspect religieux? Comme vous le savez, chacun a sa définition. Et on n'est pas encore arrivé aujourd'hui à créer une définition commune. Tout le monde est d'accord pour dire que l'État d'Israël est un État national ethnique, c'est-à-dire basé sur la culture, sur l'histoire et sur la langue. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette culture? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que Yael a très très bien montré toutes les divergences qu'il y a autour de l'histoire qu'on veut montrer ici. La problématique se situe donc au niveau de cette définition. Et autour de cette définition, depuis la création de l'État, et même avant, les divergences ont été très nombreuses. La première fois qu'on a essayé de parler
en matière d'éducation. Donc je reviens à l'éducation. La première fois qu'on a essayé de parler d'un État homogène qu'on essaye de créer autour de ce judaïsme, qui n'est pas forcément la religion, qui est la religion, peu importe, c'était lors des premiers congrès sionistes dans les années 1900-1902. Et à ce moment-là, les sionistes, et ça a été le rêve des sionistes jusqu'à aujourd'hui, les sionistes ont essayé de créer, à travers l'éducation, un modèle de juifs ou d'israéliens commun, homogène, qui soit le modèle de tous, avec bien sûr les différences, etc., mais un modèle commun. À ce moment-là a été créé, en 1902 exactement, le parti Mizrahi, et plus tard c'est Poala Mizrahi, dont le seul but, alors qu'ils étaient pour l'acceptation de l'Ouganda, pour différentes raisons, alors qu'ils étaient pour les congrès sionistes, etc., etc., la scission s'est faite en 1902. Pourquoi ? Parce que le Mizrahi a refusé que l'éducation en Israël se fasse de manière homogène, qu'il n'y ait qu'une seule éducation. Il ne doit pas y avoir une seule éducation en Israël. L'éducation, alors ça je rejoins absolument Dan dans ce domaine-là, quel est le but de l'éducation finalement ? Le professeur Lam de l'Université de Jérusalem a dit qu'il y avait 3 buts. Le premier but, c'est la connaissance. Le deuxième but, c'est l'individualisation, créer un individu. Et le troisième but, c'est la socialisation. Malheureusement, en Israël, à mon sens, on a oublié que le premier but, c'est la connaissance. Je suis d'accord avec toi. Et on a tout basé sur la socialisation. Or, sur le plan social, il y a quand même des divergences. Il y a les religieux, les non-religieux, les plus religieux, les moyens religieux, ceux qui ont une kippa noire, ceux qui ont une kippa, etc., etc. Donc le Mizrahi a refusé, en 1902 déjà, qu'il y ait un modèle commun d'éducation. La deuxième phase, la deuxième étape de cette divergence, de ces cassures, c'est évidemment l'accord du statu quo. Cet accord du statu quo qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui est remis en question continuellement, cet accord du statu quo a été signé entre Ben Gurion et l'Agudat d'Israël avant la création de l'État d'Israël, à l'époque du Yeshuv. Et il a absolument... c'est un accord qui a peut-être pu fonctionner, qui aurait pu fonctionner à l'époque du Yeshuv, mais lorsqu'on veut créer un État, et qu'on veut créer un État pour tous les Juifs, et créer une espèce d'identité commune, ça ne peut plus marcher. Il est tout le temps remis en question. Or, une des parties les plus importantes, un des aspects les plus importants de cet accord du statu quo, à part le Shabbat, Kashrut, etc., c'est justement l'éducation. Et en 1948, l'État vient de se créer. Il y a la guerre d'indépendance, on ne sait pas quel État on va créer, on fait une déclaration d'indépendance qui va peut-être servir de constitution, et là-dessus il y a énormément de divergences entre religieux et non religieux. L'un des aspects, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est que la déclaration d'indépendance se termine par Tzur Israël. Alors que les religieux auraient voulu dire à ce moment-là, auraient voulu écrire quelque chose qui a quand même rapport avec, croyant ou pas croyant, avec le Dieu d'Israël. Non, on a préféré Tzur Israël. C'est commun, on essaye d'aplanir les difficultés. Bref, au niveau d'éducation, à ce moment-là, on crée les 3 zramim, les 3 courants. Le courant Memlarti, le courant Memlarti Dati et le courant Haredi qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et les 3 courants existent jusqu'à aujourd'hui avec les divergences dont je veux vous parler. Et à partir de là, on comprend que finalement, tout est question de compromis, mais surtout, tout est question de marchandage politique. Tout est question de politique. Le même arti Dati. Qui va être le plus fort dans cette lutte ? Les Haredim ont déjà obtenu à l'époque, je ne sais pas s'ils sont les plus forts ou non, mais ils ont obtenu d'avoir, non pas une autonomie, comme le même arti Dati, mais une indépendance complète pour tout ce qui est contenu, pour tout ce qui est pour tout ce qui est manuel scolaire, complet, tout en ayant les subventions de l'État. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le même Larti Dati
à essayer de trouver un compromis. Quand on même l'arti, son seul but, ce qui c'est pas mieux, son seul but, c'était de faire en sorte qu'on crée une identité sioniste la plus éloignée possible de ce qu'on appelle l'identité juive. Voilà ce qui se passe. Et ça a continué comme ça jusqu'aux années 80, et la situation a empiré. Grâce, entre guillemets, non pas entre guillemets d'ailleurs, grâce au Haredim, il y a eu un certain réveil dans les années 80-90. Un des députés du parti chez nous, oui c'était chez nous je crois, s'est adressé à Bagatz, au Bedin Agavra Letzedek, en disant il n'est pas question que les Haredim reçoivent des subventions alors qu'ils ne respectent pas le programme. À ce moment-là, le ministère s'est réuni, a dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est d'ailleurs Limor Livnat qui a commencé tous les processus, peut-être un petit peu avant avec Yossi Sarit, mais c'est surtout Limor Livnat. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et ça a été quelque chose de très positif. Pourquoi le résultat n'est pas encore tout à fait positif? Mais en tout cas, ça a été tout à fait positif parce que à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir. Après 50 ans d'existence, le ministère de l'Éducation a commencé à réfléchir à ce problème. Est-ce qu'on continue avec ces cassures? Et ces cassures, effectivement, commencent à l'école et se poursuivent, et nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Ou alors, est-ce qu'on arrête quelque part et on essaye de faire quelque chose? Il y a eu énormément de commissions, dans la commission d'Ovrat, on a essayé de créer quelque chose, et finalement, on est arrivé à dire, il faut créer un programme commun, Tornit Liba. Pourquoi ça ne serait pas possible? Pourquoi est-ce que c'est possible à l'école républicaine et ce ne serait pas possible en Israël? C'est possible. Simplement, et je pense, à mon avis, ce Tornit Liba, ce programme commun, est tout à fait positif parce qu'il va créer un espèce de tronc commun dans plusieurs matières qui vont permettre au moins de développer l'identité sioniste. Sur quoi devra être basé ce programme commun? Non pas sur la socialisation, peut-être un petit peu sur l'individualisation, mais ça j'y crois pas du tout, parce que je pense que l'individualisation c'est avant tout le rôle des parents, mais surtout sur la connaissance. Alors, on crée un programme commun aujourd'hui. Yael nous a montré les difficultés de ce programme commun et des difficultés entre... Le programme commun doit se faire au niveau de l'histoire, justement, de la littérature, évidemment des sciences, hein, personne ne contredit tout ça, les sciences, l'histoire, la littérature et les Ezrachout. Alors on en est là aujourd'hui. En Ezrachout, ça marche, j'ai l'impression. En histoire, il y a énormément de problèmes. Les Haredim s'opposent absolument à la mise en place de ce programme commun et on continue avec les cassures. Alors quelle est la solution? La solution, et je rejoins tout à fait ce que Dan a dit, c'est que l'école doit d'abord et avant tout donner un enseignement, donner des connaissances. C'est vrai que les parents se mêlent beaucoup de ce qui se passe à l'école, mais pourquoi est-ce que les parents se mêlent beaucoup de ce qui se passe à l'école? Parce que pendant des années, l'école a décidé de se mêler de ce qu'était le rôle des parents. L'école a décidé, Menachem a pleuré, c'était mon élève, alors j'ai du mal. L'école a décidé en Israël d'éduquer. Alors, où sont les parents ici? Lorsque des milliers d'olim sont arrivés dans les années 50, les trois zramim, ces trois courants, se sont disputés, il y avait des guerres de religion, pour que chaque courant essaye de créer les écoles qui appartiennent à leur courant, là où il y avait des concentrations d'olim. Aujourd'hui, avec les Éthiopiens, je m'occupe beaucoup d'Éthiopiens en ce moment, ces derniers temps. Aujourd'hui, avec les Éthiopiens, c'est la même chose. Au lieu de faire en sorte de protéger leur culture, de protéger leur identité, de protéger leurs relations aux parents, c'est catastrophique ce qui se passe entre les parents et les enfants dans les familles éthiopiennes. C'est une véritable catastrophe. Au lieu de donner cette force aux parents, de les renforcer,
l'école, le système, fait en sorte que il faut qu'ils soient comme tout le monde, il faut qu'ils annihilent tout, il faut, les parents ne sont pas là pour éduquer, on va leur apprendre à éduquer, vous comprenez? Et c'est toutes ces cassures-là, les cassures religieuses, les cassures au niveau de l'identité, je ne parle même pas de religion, les cassures au niveau de la société, les cassures au niveau des familles, et l'éducation, parce que, à mon avis, en Israël, on a envie le rôle de l'école, c'est plus l'enseignement, mais c'est toutes sortes de choses différentes. Et quelle identité, et je terminerai là-dessus, j'en ai vraiment pour 2 minutes, si jamais on arrive, ça m'étonnerait, mais enfin si jamais on arrive à créer quelque chose de commun, à faire en sorte que le peuple juif soit de nouveau une espèce je ne sais pas si on peut appeler ça d'unité, mais une espèce d'identité commune, un minimum commun. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait créer, d'abord, là encore, le Rav Kook disait qu'il n'y a pas de chilonim, datim, etc. Il y a toujours eu les benonim, les tzadikim et les rechaim. Donc c'est un terme de avodah zara. Donc il faudrait en finir avec cela. Et la deuxième chose, c'est de se dire que le citoyen israélien ou l'israélien de demain, c'est le ivri. C'est ce que disait Manitou justement. Créer cette identité nouvelle, qui est l'identité du ivri, où chacun pourra se retrouver. Comment le faire? Bezrat Hashem.